dites-vous que cette appréciance, elle existe, mais elle a failli ne pas exister quand même. Donc heureusement que je la fais là, maintenant tout de suite, parce que sinon, j'aurais regretté absolument toute ma vie. Bonsoir, bonjour, c'est Ressatir, et au monde, c'est Ressatir. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est Red Satyr lui-même pour pouvoir enfin vous servir. Aujourd'hui on se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire enfin pour le film, forcément je dis bien le film que j'attendais sûrement le plus cette année, le film qui allait être le plus grand miracle de toute cette histoire de l'humanité. Non c'est faux, juste une petite licence de merde, mais vas-y, on va pas trop défouler les chaînes. Dites-vous un truc simple de toute façon, si pour moi ce film était mauvais, c'est je faisais une dépression collective quoi, c'était aussi simple que ça, c'était vraiment je me sentais pas bien ou j'arrêtais la vidéo YouTube, hein, j'arrêtais même carrément, je fermais même carrément ma chaîne YouTube, pour moi c'était terminé. Mais aujourd'hui je sais que je suis très en retard, au moins de 1 mois et demi. Mais au moins je l'aurais fait cette appréciation, surtout qu'il fallait à tout prix que je la fasse. On parle de Transformers One. Ça y est, ça fait depuis le début de l'année que je vous en parle. Et ça y est, enfin, le film est sorti. J'en ai mis du temps de pouvoir enfin vous en parler. Mais là, ça y est, je suis heureux de pouvoir faire cette appréciation. Heureux de pouvoir vous en parler, de enfin pouvoir dire ce que j'en pense. Mais bon, on a un schéma très classique d'appréciation à devoir vous faire effectuer. Donc du coup, je pense qu'il est quand même temps de devoir en parler parce que, au vu du temps que vous avez sur cette vidéo, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Faut savoir que Transformers One, non seulement c'est pas un projet qui date d'hier, mais surtout c'est vraiment un projet qui date de, depuis plus de 10 ans maintenant. C'est fait depuis 2014 que le projet était censé voir le jour. Ouais les gars, 2014, c'était il y a quasiment plus de 10 ans. À cette époque-là, le Transformers 4 était en train de sortir et il était en train de faire fureur en Chine surtout. Mais c'était arrivé à une période où Hasbro et Paramount voulaient vraiment créer un univers cinématographique Transformers. Et du coup ce projet avait été mis en chantier ce jour-là. Et dites-vous qu'il y a plein d'autres projets qui étaient arrivés, mais soit pour la plupart ils ont été annulés, soit ils sont sortis dans la catastrophe. D'autres sont sortis et ont été plutôt positivement bien accueillis. Et bien sûr, le film Transformers dont on parle en question justement. Il a été mis dans le placard pendant un très long moment, depuis au moins... Combien de temps? Ouais, 6 ans, parce qu'il faudra attendre jusqu'en 2020 pour que le projet puisse enfin être confié à un réalisateur. Parce que ouais, un film qui pendant 6 ans n'a pas eu de réalisateur, c'est énorme. Et il s'avère que le projet a été confié par un dénommé George Clooney. Vous ne connaissez pas du tout qui est... C'est Josh Clooney, excusez-moi. Josh Clooney, c'est le gars qui a réalisé Toy Story 4 et qui est le pire film Toy Story et l'un des pires films que Pixar n'ait jamais produit jusque-là. Même si je peux pas lui reprocher d'avoir une animation ultra quali, ultra bien faite, mais c'est juste que le film dans son ensemble n'est clairement pas bien. Et ça, on en parlera le jour où le 5e opus sortira. Mais en dehors de ça, c'est un gars qui a énormément d'expérience dans l'animation cinématographique. Étant donné que ce gars, il travaille pour Pixar depuis des années et des années, hein, il s'est occupé de... Bon, je sais pas quel poste il est occupé pour les nombreux films Pixar que vous êtes en train de voir à l'affiche, mais le gars, il travaille pour Pixar depuis de nombreuses années. Et donc, du coup, après avoir eu son succès avec Toy Story 4, le gars, il s'est dit que ce serait bien qu'il puisse se faire un film d'animation Transformers, d'autant plus que Transformers, c'est toute son enfance, il a grandi avec dans les années 80 notamment. Donc bref, confier ça à un passionné de Transformers et surtout à un gars qui s'y connaît super bien dans le domaine de l'animation, et ça franchement tu vois ça peut faire que rêver. Et ajoute à ça aussi le fait qu'on a appris que le film allait se passer sur Cybertron et qu'il allait traiter de l'origine de la guerre entre les Autobots et les Decepticons. Frère, là c'est un rêve éveillé qu'on était en train de vivre. Moi en tant que fan de Transformers personnellement, mais je sais pas comment est-ce que vous l'avez vécu lorsque vous aviez appris cette nouvelle. Mais voilà, en tout cas, et après cette annonce, bon, tout se calme, tout commence à stagner, on commence à plus trop avoir de nouvelles. Jusqu'à ce que l'arrivée de Transformers Rise of the Beast, non seulement on met une pièce dans la machine, mais commence un petit peu à faire bouillir de l'huile. À savoir que, c'est bon, la cocotte minute elle est chauffée. Là on se demande ce qui se passe du côté de Transformers One. On sait que le projet avance, qu'il est en cours d'animation, etc., etc. Mais on sait pas grand chose sur ce projet. Il y a beaucoup d'informations qui commencent à circuler, beaucoup de choses, mais vraiment très peu pour que l'on sache plus. Et il faudra attendre vraiment, mais alors vraiment qu'il y ait une date de sortie qui apparaisse, soit 2024, plus précisément en fin d'année 2024.
Donc qui arrive là, qui est déjà passé du coup. Et si vous avez suivi mes vidéos YouTube depuis plus d'un an, et vous savez que j'ai parlé de Transformers One lorsque j'ai fait mon top 5 des films les plus attendus de l'année. Je vous en avais parlé très vite fait, et surtout très en surface pour vous dire à quel point j'attendais ce film. Mais il faudra attendre sa bande-annonce à partir d'avril, dont j'ai consacré une vidéo si vous voulez aller voir, pour que l'on sache très exactement à quoi est-ce que le film allait ressembler. Et très peu de gens, voire même personne n'a été déçu. Bon, sauf les fans hardcore de Michael Bay, mais eux je leur réserve un traitement spécial et ce sera pas pour de suite. Mais ouais, dans sa globalité, les fans ils ont été positivés à l'idée de voir tout ça. D'habitude, les fans ils sont un petit peu réfractaires en mode ah putain, vas-y, ils vont faire un crossover, un Transformers, c'est G.I. Joe. Oh putain, ça sent la catastrophe. En plus par le gars qui s'est occupé de Star Wars 9 quoi, bonjour la merde. Donc ouais, les gars ils ont vu ce genre de projet ambitieux, les gars ils ont bandé, ils ont même kiffé, ils avaient même carrément envie pour la plupart de voir ce film Transformers. Même si pour certains autres, c'était en mode ouais, kiff, mais bon en même temps, au vu de la qualitativité de toute l'intégralité de la saga Transformers au cinéma, tu ne peux que les comprendre. Mais ça, je crois que ce sera un autre débat qu'on abordera en surface tout le long de cette vidéo, mais croyez-moi que on va en parler une autre fois. Et Paramount, comme ça, ils ont une idée. Vu qu'aujourd'hui, on est en 2024, et donc, ça fête les 40 ans de la licence Transformers. Ouais, Transformers fête ses 40 ans cette année, pour vous dire à quel point, ça il va à tout prix marquer le coup. Et spécialement pour cet événement, on a réuni les fans de la licence pour pouvoir leur faire voir Transformers One avant la sortie initiale du film. Ouais, carrément. Les gars, ils ont prévu ça pour les 40 ans de la licence. Pourquoi pas? Juste si vous vous posez la question, non, je n'ai absolument pas participé à ça et c'est vraiment dommage. En même temps, Paris c'est pas la porte d'à côté, hein. Regardez où j'habite, la ville de Muret. Notez ça d'ailleurs, ça va être important pour la suite. Et le retour positif de tout le monde, malgré tout ça, était extrêmement positif. On entendait même certains dire que c'était le meilleur film Transformers qui ait jamais été fait. Donc là, jusque là, Paramount, il n'avait qu'un seul job possible. Faire un énorme marketing autour de ce film Transformers là. On en vient après, Et pour une raison que j'ignore, les gars, ils ont décidé de sortir le film en septembre 2024 aux États-Unis, sauf que nous en France, on l'aura que un mois plus tard, soit le 25 octobre 2024. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas le sortir juste en septembre comme tout le monde? Et les retours envers ce film sont ultra positif. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des avis aussi positifs que ce film depuis au minimum Bumblebee. C'est-à-dire que là, il n'y a pas des gens un petit peu rétractaires qui vont venir dire ah mais vas-y, les films de Michael Bay c'était mieux. Ah mais vas-y, le film est un peu la merde, tu vois. Non, clairement non. Bon, il y en aura eu, mais franchement, c'est 2-3 personnes sur au moins les centaines de milliers de personnes qui ont vu le film. Les avis positifs sont tellement énormes qu'il y a des gens qui veulent en réclamer une suite. Malgré le flop que ça a été et tout ça, bon... On en parlera en fin de vidéo, voulez-vous? Parce que moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'adviens? Eh bien, c'est simple, j'ai passé tout le mois d'octobre à tailler une série entière à moi tout seul, juste histoire de montrer à quel point je la hais. Bon, j'ai perdu du temps en même temps, mais bon, ça c'est un autre détail. Mais le truc, c'est que moi, je voulais pas parler de ce film, en tout cas de suite. Moi, je voulais vraiment parler de Venom 3, parce que, au moins, ça aurait fait une trinité avec les deux autres appréciances que je m'étais tapé sur Venom, et c'était juste pour ça, hein, le film m'intéresse pas plus que ça, quoi. Mais bon, comparé à Transformers One, ce film-là, lui, n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Je veux dire, comment c'est possible que Transformers One, quelques semaines plus tard, il soit déjà sur les plateformes de streaming? C'est quoi ça? Du coup, je me dis, Transformers One, il peut attendre un peu. Je veux dire, le film va rester un mois au cinéma. Donc, du coup, là, Attends, quoi? Comment ça, il est plus dispo, là? Ça fait même pas un mois, les gars. Ça fait 3 semaines que le film il est sorti. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Donc, ouais, j'étais vraiment à un stade où je pensais que je n'irais jamais voir ce film. Jamais. Ce film, il était tellement attendu de ma part et surtout beaucoup attendu pour beaucoup de fans que je suis choqué de voir que le film, il a fait sa rotation au cinéma aussi vite que Joker 2. Parce que Joker 2, au bout de 2-3 semaines, lui au moins il est resté au cinéma. Pourquoi est-ce que Transformers One, c'est pas la même chose? Heureusement, il y a eu un miracle. Le cinéma de Gazer-sur-Garonne m'a proposé cette séance qu'ils diffusaient dans leur cinéma à eux. Et d'un côté, j'étais content. Sauf que de l'autre... Rebeu, j'habite à Muret, donc tu vois aussi un petit peu Gazer-sur-Garonne à côté. Mais heureusement, la voie ferrée relie les deux villes. Du coup, bon, j'ai foncé directement sur le premier train le jour J où ils allaient diffuser le film en salle. De toute façon, c'était soit cette salle-là, soit aucune autre salle. Il y avait bien celui de Carbone, mais bon, c'est tombé à une date où je pouvais pas y aller tout simplement. Mais ce qu'il y a de bien avec ce cinéma au moins, c'est que j'ai pu payer ma séance 5 €. Combien? Ouais, en fait, c'est simple. Disons que les places normales, elles sont vendues à plus de 10 €. Or le truc c'est que ils proposent un tarif étudiant ou quelque chose comme ça. Du coup moi comme Ahmad, j'ai décidé de payer le tarif étudiant parce que je suis étudiant et ils m'ont donné donc 5 € pour la place.
Avouez quand même que c'est une super belle offre comparée aux billets que vous êtes en train de vous taper sur vos gros cinémas bien luxueux. En plus, les mecs, ils ont une salle carrément sur 2 étages, c'est-à-dire soit tu peux prendre celui du dessus, soit celui du dessous. Et la salle, elle fait pas très grande, mais elle fait quasiment cinéma. Même le vendeur m'a dit que c'était carrément un cinéma de l'ancien temps. Je dirais plus cinéma old school, mais bon, s'il veut. Et en plus, ils ont carrément rideau et tout, et aucune publicité. Vous m'avez bien entendu, pas de publicité avant le film. C'est-à-dire, tu te places en cinéma, les lumières s'éteignent, le film il commence direct. Si ça c'est pas incroyable, j'aurais vraiment aimé pouvoir tout filmer pour vous montrer à quoi ressemble le cinéma de Cazières-sur-Garonne. Mais voilà, promis, un jour je retournerai dans cette séance et peut-être je vous montrerai exactement à quoi ressemble le cinéma de Cazières, juste histoire de vous donner envie d'y aller, plutôt que de se taper un autre cinéma qui te met je sais pas combien d'euros le billet, juste pour que tu puisses aller voir un petit film. Et vous voulez savoir c'est quoi la cerise sur le gâteau? Ils vendent carrément le poster du film que t'as vu, regardez. J'ai carrément reçu un poster de Transformers One quand je suis allé voir le film au ciné. Et en plus, ils le proposent à 1 € carrément. En plus de ça, mais regardez-moi ce poster, à quel point il est magnifique. Non mais regardez-moi comment c'est beau. Regardez-moi à quel point c'est magnifique. Et je remarque même qu'il y a une signature dans laquelle il est écrit Transformers sur le dos. Juste là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, vous le voyez juste ici au cas où, hein, si vous vous posiez la question. Le seul gros défaut, c'est que j'étais tout seul. Hello, darkness, my old friend. Bon après je m'en fais pas trop, hein, surtout au vu du film que j'ai vu, on y vient. Donc du coup, avant de poser la question de savoir où est-ce que va aller le poster sur une partie du mur ou quoi que ce soit, et ben je pense qu'il est quand même temps de savoir exactement qu'est-ce que j'en ai pensé du film. Bon déjà, que raconte Transformers One? Ça y est, on y vient. Nous sommes sur Cybertron cette fois-ci. On y retrouve, bon, Orion Pax et D16, qui, bon, fait référence au premier jouet de Megatron vendu, mais ça, c'est un autre détail. Ces derniers sont mineurs, sous la direction de Elita One, et leur but, miner de l'énergone, à savoir la source de vie de tous les Transformers. Dirigé, bon, par un système, dirigé par Sentinel Prime, bien évidemment. Sentinel Prime, bon, c'était lui dans Transformers 3, mais ils ont décidé d'en faire un Sentinel Prime un peu différent, à savoir un Sentinel Prime un peu théâtral, un peu jovial, qui, est à la recherche de la matrice du commandement. La matrice du commandement, c'est un petit peu comme Excalibur dans le monde de Camelot, à savoir que c'est une sorte d'épée qui confère à son porteur d'être l'élu et le grand roi qui gouvernera Cybertron. À savoir que la matrice du commandement, c'est la même chose mais pour les primes, à savoir le prime qui détient la matrice du commandement commandera à tous les Transformers issus de la planète Cybertron. Sentinel Prime la recherche pour pouvoir redonner source de vie à Cybertron et combat ainsi les Quintessons qui les envahit régulièrement pour pouvoir défendre la planète Cybertron de quelconque envahisseur qui veut les détruire parce que les Quintessons dans l'univers des Transformers sont bien sûr les créateurs des Transformers mais souhaitent aussi leur mort pour s'être rebellés contre eux. Du coup quand tu le peux il essaie de rassurer tout le monde en disant qu'il va retrouver la matrice etc mais vous vous en doutez ça va attiser la curiosité de Orion Pax et de DCS qui voudra le suivre et Elita One et Bumblebee, deux Transformers random, vont décider de les accompagner parce qu'ils seront embarqués malgré eux dans cette histoire pour pouvoir soit vivre des aventures passionnantes pour les uns ou soit vivre une aventure qui va complètement les traumatiser pour les autres et apprendre de terribles vérités. Et dit comme ça, le film a l'air plutôt bateau et classique, mais pour du bateau et classique, ça en fait pas le meilleur film Transformers qu'on ait eu depuis des années, depuis même toujours. Et encore, ça fait des années que j'ai pas vu le film de 86, donc croyez-moi que il faut encore que je me fasse mon avis dessus, parce que la dernière fois que j'avais vu ce film, je pleurnichais parce que Hot Rod était devenu un prime, et je trouvais pas ça logique, mais bon, j'avais 5-6 ans, ça va. Et il est excellent sur énormément de points. Vous vous souvenez quand je vous avais fait une vidéo dans laquelle je comparais Transformers One à Transformers War for Cybertron, version Netflix bien sûr. Et sachez que ce film a réussi à non seulement dépasser toutes mes attentes, à surclasser cette série comme pas possible, mais ce film il est tellement génial qu'il t'a fait carrément oublier que tout le reste de la licence Transformers existait. Et d'ailleurs, en parlant de toute la licence Transformers, il faut qu'on revienne sur un point. Certains et certaines se sont sûrement posé la question de savoir est-ce que ce film est réellement canon à l'univers de Transformers. J'ai même reçu un commentaire de la part de cet abonné qui m'a carrément fait confirmer que en fait ce film était bel et bien précaire à la saga de Michael Bay. Or, je suis désolé d'en décevoir certains ou d'en satisfaire plus d'un, de toute façon ça aurait été incohérent. Mais on a reçu une interview de Josh Cooley qui a confirmé cette question en interview. D'ailleurs, je vous en passe un extrait. Can you say that Transformers One is part of its own independent continuity because it's a big question among the fans? Yeah, I think it definitely is. When we were crafting this movie, it was never any intention to connect to the live action films in terms of the style or the look or
or even the story, just because it's the same characters, it's the same lore, but it's just another continuity, different version. Oui, ça a été confirmé par les dires du réalisateur lui-même, à savoir que le film est en fait indépendant de toute continuité. Et vous savez pratiquement toutes et tous ce que ça veut dire. Que vous n'avez non seulement pas besoin de voir la saga Transformers de Michael Bay, que vous n'avez même pas besoin de savoir exactement d'où est-ce qu'il vient et de quelle saga est-ce qu'il est lié ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, c'est une saga, enfin un film qui se suffit en lui-même et qui n'a besoin de aucune continuité pour savoir exactement où est-ce qu'il faut le situer. Vous avez peur d'avoir raté un élément crucial ou quoi que ce soit? Aucun problème, de toute façon il est indépendant. Vous avez peur de ne pas avoir vu les films de Michael Bay? Aucun souci, aucun problème. De toute façon vous pouvez aller voir ce film absolument où vous voulez, comme vous voulez, sans avoir à être restreint par quelconque problème de continuité ou je sais pas quoi. Transformers c'est pas qu'un univers. C'est carrément un multivers de n'importe quelle possibilité. Transformers, c'est tellement varié en termes de continuité ou quoi que ce soit que bah, vous aurez certes des chances de vous perdre, mais dites-vous que Transformers, ça n'a pas un seul et unique canon, contrairement à Star Wars qui lui se perd dans son propre canon. Donc du coup, les gens qui s'inquiètent de savoir si ce film fait partie de la continuité de Michael Bay au point d'en être le préquel de la saga, comme Lorenzo Di Bonaventura l'a confirmé en disant que le film se passait 3 milliards d'années avant les films de Bay. Oh putain mes frères, comment tu fais pour être con à ce point là, c'est pas possible. Eh ben rassurez-vous, ce film vous pouvez le regarder sans avoir regardé un seul Transformer en fait. D'ailleurs j'irais même jusqu'à dire, si vous ne connaissez rien de l'univers de Transformers, et bah ça peut être une parfaite initiation à cet univers pour vous. Bon ça y est, maintenant qu'on s'est affranchi de cette question, et bah il faut qu'on parte ce film point par point, parce que c'est bien de dire que c'est le meilleur film Transformers depuis des années. Mais or, c'est quoi ses points positifs, c'est quoi ses points négatifs, c'est quoi son histoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, niveau animation, bon, je l'ai déjà dit dans cette vidéo encore une fois, mais ouais, c'est ultra joli, c'est ultra bien fait, c'est ultra bien détaillé, il y a même un reflet sur certains Transformers, ce qui rend les séquences absolument magnifiques. Et j'ai même envie de dire, certaines scènes de combat sont ultra spectaculaires. Il y a plein d'idées de mise en scène, plein d'idées de réalisation, il y a même d'autres idées qui sont tellement bien exploitées, du genre par exemple ce métro qui se conduit via des rails qui se forment devant lui, etc. jusqu'à arriver sur une station ou quoi. Ça, tu vois, c'est une super bonne idée. En revanche, par contre, l'idée d'une ville suspendue juste au-dessus, tout ça pour que tout se passe en dessous, ouais non, ça j'avoue, c'est un petit peu une idée de merde. Parce que dans tous les cas, la majorité du film, voire même l'entièreté du film, se passe sur la ville du sol et pas sur la ville du plafond. Donc du coup, pour moi, la ville du plafond, elle est un peu inutile et elle sert un petit peu à rien, voilà. Mais en dehors de ça, ça n'empêche pas le film d'être ultra bien fait, au point que même dans sa propre ville, à savoir Yacon, le film est magnifique et ultra varié surtout. Je veux dire, là par exemple, la scène de la course, tu la compares à la scène qui se passe dans un quartier normal, ça n'a rien à voir en termes de style et de couleur. Pareil, quand tu vois ce qui se passe en dessous des mines, ou voire même ce qui se passe dans un petit quartier de merde ou quoi que ce soit, là aussi, ça n'a rien à voir. C'est varié, même dans son propre environnement. D'ailleurs, le réalisateur Josh Cooley nous a parlé d'ailleurs du parcours que effectuent nos personnages au long du film. Au début, il commence dans un lieu un peu industriel, un peu urbanisé, etc. Mais quand il commence à sortir, il voit que bon, c'est ultra robotisé, il y a tout qui se forme, il y a un paysage qui se forme autour d'eux, etc. Bref, ça en fait, voilà, ça fait qu'ils ont quitté un lieu, mais ils arrivent sur un lieu qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, et ils trouvent cet endroit au taquet stylé. Mais plus ils avancent dans le film, plus ils voient que ça en devient de plus en plus organique, et il a parlé du fait que plus les Transformers avancent, plus ils commencent à découvrir presque le synonyme de la vie. Et ça, je trouve ça au taquet stylé et au taquet imaginatif. Parce que non seulement ça renforce cette sensation de voyage, mais surtout, ça donne presque une sensation de vie, et que c'est comme si le film il nous disait que regardez le monde extérieur, regardez à quoi est-ce qu'on peut s'exposer si on sort un petit peu de sa zone de confort. Regardez à quel point le monde que l'on vous présente est grand. Et ça, c'est une idée de mise en scène que j'ai particulièrement adorée. Même au niveau des transformations, c'est stylé, mais bref, de toute façon, dites-vous qu'en termes d'animation, c'est ultra complet, et c'est même carrément ce qu'on demande aux films d'animation d'aujourd'hui. Malgré que certains soient un petit peu sous-imaginatifs, ça n'empêche pas certains d'être quasiment supérieur sur beaucoup de points, et ça fait plaisir. Bon, du coup, en dehors de ça, c'est quoi aussi les autres plus grandes qualités de ce film? Déjà, faut qu'on parle de ses personnages. Vous vous souvenez dans ma vidéo sur Warfare Cybertron, comme quoi je vous disais que on était un petit peu lâchés comme ça, c'est-à-dire qu'on voyait des personnages sans savoir exactement ce qui leur était arrivé, etc. Et dans Transformers One, ils se sont affranchis de ce problème, parce que eux, ils le savent, ils savent qu'on connaît rien de ces personnages, qu'on connaît rien de ce nouvel univers, surtout pour les nouveaux. Les gars, ils vont regarder le film, mais ils sauront pas du tout ce qu'ils verront. Eux, ils vont droit à l'essentiel. Par exemple, on voit Orion Pax. Bon, on sait que le gars il est téméraire, qu'il est un peu joyeux, et que le gars il a juste envie
d'en découvrir plus et d'en savoir plus sur l'histoire des Transformers. Le gars, c'est un passionné de l'univers de Transformers, quoi. C'est un gars qui veut faire plus pour sa société, c'est un gars qui a envie de se montrer aux yeux des autres. Bref, Orion Pax, on te l'a identifié comme ça dès le long du film et on te l'a montré. Là où certains films vont plus te le dire plutôt que le montrer. Et ça, c'est pas très intéressant. Si tu montres pas ton personnage, quelle est sa personnalité, et ben on n'en aura rien à foutre de ton personnage. Alors que si tu nous mets en avant la personnalité de ton personnage dès le début, et ben ça en devient intéressant. Et c'est pour ça que Orion Pax est un personnage intéressant dès le début de l'intrigue et que tu as envie de le suivre. C'est quelqu'un qui veut s'investir dans sa nation, qui veut s'investir dans sa propre société, au point de sortir de sa condition de mineur pour vouloir devenir plus important que ce qu'il n'est déjà. C'est un gars qui veut se faire remarquer et ça le rend attaché. Même son amitié avec D16 est super intéressante. Je veux dire, D16 au début on te le présente et tu sens que c'est un gars un petit peu réservé mais qui conserve une bonne amitié avec Orion Pax. C'est-à-dire le gars il est un petit peu pareil que lui, à savoir qu'il veut miner tranquillement, etc., etc. Mais tu sens que ce mec là c'est quelqu'un qui veut plus rester dans son coin, embêter personne, etc., etc. Bref, c'est simple mais c'est efficace. Tu comprends qui est D16 rien qu'en voyant sa tronche, son visage et surtout son caractère. Et Lita One, exactement pareil. Je veux dire, tu la vois dès le départ, tu sens que c'est une sorte de commandante qui tient à son statut et qui veut à tout prix l'entretenir. Déjà, tu sais exactement c'est quoi l'objectif d'Elita One. Et pour B127, à savoir Bumblebee, et là, bon, c'est un gars qui aime être drôle, qui aime se sentir drôle, et t'as pas besoin d'en savoir plus. Tu sais qu'il est drôle, tu sais qu'il sera drôle, ce sera un simple comic relief, mais voilà, ce sera un chouette personnage que t'aimeras suivre. Je sais pas, ça me semble si simple, mais certains films, des fois, tu te poses la question à savoir, frère, c'est quoi ces persos à la con? Qu'est-ce que tu nous fais suivre? Et Sentinel Prime. Sentinel Prime, bon déjà je savais pas du tout qu'il serait dans le film, du coup j'ai eu la surprise en me disant que ce serait Sentinel Prime, qui serait l'antagoniste du film en tout cas. Sentinel Prime, tu sens déjà dès le départ que c'est un chouette gars, à savoir le mec qui aime se montrer en public, qui aime divertir même son propre public, et voire même veut les rassurer à chaque fois que ça tourne mal pour eux, au point que quand il parle de la matrice du commandement au bout d'un moment aux autres pour leur dire qu'il n'a absolument pas retrouvé, et il finit par changer de sujet immédiatement. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de noter ce que je viens de vous dire pour le jour où vous le verrez, parce que ça va être très important pour la suite. Même si personnellement, alors c'est un choix personnel bien sûr, j'aime pas cette version de Sentinel Prime. Voilà, après ça vient que de moi, vous pouvez en penser ce que vous voulez bien sûr. Sentinel Prime, ce que j'aimais avec lui dans Transformers 3 par exemple, c'était son côté un peu vieux, un peu mentor, un peu protecteur envers Optimus et les autres. Bref, c'est aussi le truc que j'adorais dans Sentinel Prime. Mais je trouve que la version de One, bon, c'est pas forcément la version que j'aime, à savoir ce côté un peu théâtral, un petit peu vouloir capter l'attention des autres pour pouvoir mais ça reste une version que j'aime quand même et que j'accepte malgré tout. Bref, Sentinel Prime pour moi c'est un très bon personnage dans Transformers 1, même si personnellement je préférais toujours la version qu'ils ont faite pour Transformers 3. Mais c'est quoi aussi l'une des plus grandes qualités de ce film? C'est son scénario. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que les personnages étaient très bien écrits et qu'on savait parfaitement quel était leur objectif? Dites-vous que leur caractérisation de personnage se fera évoluer en crescendo en même temps que le scénario avancera. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on commence très bas, c'est-à-dire en milieu urbain, etc., c'est pas très ouf, mais petit à petit, on va monter crescendo, vraiment très crescendo, petit à petit, on va te montrer ce dont tu es capable, la qualité scénaristique de la chose, puis petit à petit, ça va augmenter encore et encore, jusqu'à faire monter l'histoire en intensité. C'est exactement ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur Gareth Edwards, par exemple. La structure en 3 actes, à savoir le premier acte, on pose des enjeux, on te les met comme ça, direct. Le deuxième acte, ensuite, on te fait passer des intrigues à droite à gauche, etc., pour pouvoir faire un peu plus monter la sauce. Et puis, une fois que cette sauce est suffisamment montée, on attend le climax pour pouvoir tout mettre en œuvre, tout faire exploser, histoire de bien te faire comprendre exactement ce que tu regardes. Par exemple, du côté d'Orion Pax, tu sais que le gars, il fait erreur sur erreur dès le début. Mais petit à petit, tu verras qu'il apprendra de ses erreurs petit à petit, et c'est même ça qui va le faire évoluer et le caractériser en tant que personnage. D16, tu sens que c'est un gars qui aurait préféré rester dans son coin, mais tu apprendras que lorsqu'il découvrira une vérité saillante, tu verras que non seulement ça va petit à petit le transformer, mais que ça aussi, ça va monter vraiment très crescendo. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça le cœur du film. Savoir comment est-ce qu'Orion Pax et D16, ils ont basculé de leur propre côté chacun, et comment est-ce que leur amitié ont commencé à se scinder en deux. Mais malgré le fait que tu le saches, t'as vraiment l'impression que quand les personnages ils évoluent, non seulement tu sens qu'ils évoluent, mais surtout t'as vraiment l'impression qu'ils changent au fur et à mesure que le film avance. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement efficace. J'irai même plus loin, en fait,
ça te touche à l'intérieur de toi, parce que tu as envie de te demander exactement, mais comment est-ce que les personnages ils vont finir à la fin du film? Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, eh ben ça va que mal finir. Et ça finit mal au bout d'un moment. Je vais pas vous spoiler bien sûr de ça, mais allez me voir ce film pour le comprendre. Et encore une fois, ce film, bah, il piétine sur ce qu'avait fait Transformers War for Cybertron. Et ce, sur un point dont je ne suis même pas revenu. Ce film, il pense pas être dark, sombre et sérieux comme l'a été War for Cybertron par exemple. Au contraire même. Ce film, bah, il sait qu'il sera un petit peu enfantin sur certains raccords et certains robots, mais il te fera un petit peu monter la sauce sans essayer de te prendre pour un con, sans te prendre pour un gosse. Bref, c'est un film qui fait monter la sauce petit à petit, mais qui surtout te prend jamais pour un con, comparé à un truc dark et sérieux qui pense pas à faire rire une seule seconde, etc., etc. Il y a même un commentaire en vidéo qui a parfaitement résumé ça. Ce dernier dit par exemple, alors je me suis perdu sur les lignes, 2 minutes, ah oui. Alors, j'ai réalisé avec le temps que tout simplement, parfois, des œuvres pour enfants qui assument d'être colorées et enfantins réussissent bien mieux certaines choses avec bien plus de maturité et d'intelligence que des œuvres se voulant soi-disant dark et matures. Alors, dans les faits, ils sont plus immatures, contrôlent choses. Oui, je sais pas s'il a écrit, mais bref, c'est pas grave. Ils se reposent sur leurs apparences de surface pour empêcher les gens de voir ce qu'ils ont bâclé de fond. Je vous laisse avec ce commentaire et absolument tout ce qu'il a dit parce qu'il a résumé tout ce qui va dans ce film et tout ce qui va pas dans la série War for Cybertron. Bon, par contre, ce que j'aime pas trop scénaristiquement parlant, c'est le fait qu'ils ont pas fait évoluer Bumblebee. Et ça, vraiment, c'est un petit peu dommage. Je veux dire, Bumblebee, je veux bien que ce soit un simple comic relief, mais le seul point sur lequel il évolue, c'est que, bah, déjà... Elita One, c'est le genre de meuf complètement conformiste des choses, qui se pose pas de questions autour d'elle, savoir ce qui est bien, ce qui est mal ou pas. Elle, ce qui importe, c'est juste d'avoir un boulot bien fait, bien fini. C'est quelqu'un qui est très fidèle envers sa propre société. Mais quand elle commence à découvrir les travers de sa propre société, elle finit par se rendre compte de la connerie qui se passe autour de sa propre société. À savoir qu'elle se trouve dans un système complètement inégal, voire même complètement, qui devrait même carrément être aboli, au point qu'elle ne va plus jusqu'à mépriser Orion Pax pour tout ce qu'il a fait jusque-là. Au contraire même, ils vont même carrément avoir un rapprochement entre les deux. Ça reste bien mieux par exemple que dans War for Cybertron où ils nous ont shippé les deux directement, sans fond ou sans quoi que ce soit derrière. Parce que ouais les gars, l'histoire de Transformers One, c'est aussi ça, une confrontation de lutte de classe entre les pauvres et les riches. Enfin... J'exagère, mais disons que ce serait plutôt une lutte entre les travailleurs acharneurs et les sociétés qui croulent juste au-dessus d'eux, savourant bien comme il faut leur gloire. Alors oui, je sais qu'on a vu ça dans Arcane, mais bon, vous savez, hein, les films d'animation, ils s'inspirent aussi des plus grands, pour pouvoir devenir encore plus grands qu'eux peut-être. Donc qui sait, peut-être que Transformers One sera meilleur qu'Arcane. Je dirais même plus que Transformers One est meilleur que Arcane saison 2. Wow, commencez pas à vous exciter comme ça les gars, j'ai fait que dire un avis. Alors après je dis pas, dans Arcane saison 2 il y avait d'excellents trucs bien sûr, hein, évidemment. Mais le truc c'est que les personnages sont à peu près les mêmes que dans la première saison. Et ça c'est un peu dommage, alors que dans la première saison on les faisait évoluer vraiment crescendo, tout comme l'a fait Transformers One justement par exemple. Et cette saison 2 pour moi elle a un petit peu échoué sur ce point là, et n'a pas tant fait évoluer les personnages que ça. Et c'est pour ça que je trouve cette saison 2 moins bonne que la saison 1. Mais ça, ce sera un autre débat, on en parlera peut-être un jour. Et puis surtout, cette lutte industrielle fait quasiment écho à notre monde, à savoir des travailleurs qui sont mal payés et mal formés, etc. pour ensuite être utilisés comme du bétail presque ou quoi que ce soit. Bref, ils sont quasiment exploités pour une société qui ne pense qu'à s'enrichir sur leur dos, quitte à ce qu'ils travaillent plus pour gagner moins et qui puissent pas avoir une vie suffisamment stable pour eux. Mais vous voulez savoir où en est la plus grande réussite de Transformers One pour moi ? C'est que les gars, ils sont capables aussi de doser leur propre humour. Et parce que j'en ai vu certains sceptiques de se dire que oh putain, encore un film d'animation qui se veut drôle, mais on en a marre, nanani nanana. C'est pas comme dans certains films ou séries Disney où tu vois par exemple une scène qui se veut ultra sérieuse, ultra simple, qui soit fait du développement de personnage, soit qui montre des étapes importantes envers le personnage. Tout se bosse bien, tout est sérieux, tout se discute, et là d'un coup, t'as un dialogue d'humour qui vient plomber toute la scène. Ça se passe pas comme ça dans Transformers One du tout. Par exemple, il y a une scène typique où on voit D16 qui est sur le point de se faire exécuter. Vous inquiétez pas, je vais pas aller plus loin dans les spoilers, mais voilà. Bon là déjà, t'entends ça, tu te dis, quoi, D16 est sur le point de se faire exécuter, mais ça va être dur, ça va être grave. Et sachant qu'en plus, il y a Bumblebee avec eux, Bumblebee qui, je rappelle, est le comic relief de ce film. Le gars, il aurait très bien pu sortir une blague comme ça, ou détendre l'atmosphère, ou quoi que ce soit, en sortant des dialogues un peu pourris, qui sortent de manière vaseuse, ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas du tout le cas. Bumblebee, il reste sérieux, il reste calme, même carrément inquiet de savoir ce qui va arriver à D16.
incroyable pour un comic relief, putain, je m'y attendais pas. Et encore, des scènes comme ça, on en a plein. Genre par exemple, la scène où Alpha Trion explique le lore et l'histoire des Primes, etc. Bah t'aurais très bien pu avoir Bumblebee qui aurait pu intervenir pour raconter une blague. Ou alors Orion qui vient dire comment est-ce que ça se fait que Megatronus il a une tête aussi moche que celle-là. Et comment ça se fait Alpha Trion que t'as un gros menton dégueulasse qui te sort comme ça et qui rend ta tronche absolument dégueulasse. Et bah non. Personne n'a fait ça, au contraire, on a juste laissé les flashbacks se faire raconter et on n'a jamais eu une baisse de tension sur de l'humour ou sur du comic relief. Parce que ouais, le coup du comic relief, qui est une formule cinématographique qui consiste en quelque sorte à prendre une scène dramatique et faire baisser la tension de la scène dramatique en rajoutant une blague au passage. Bah ça tu vois aujourd'hui je trouve qu'on le rajoute beaucoup trop sur beaucoup trop de scènes importantes dans certains films qui sortent de plus en plus chaque année. Et là, Transformers One, il a totalement dérogé cette règle. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Le film, il sait quand il est drôle et il sait quand il faut être sérieux. Un peu comme moi, par exemple, dans certaines de mes vidéos. De toute façon, en termes de scénario, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais j'entrerai carrément dans les spoilers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va passer sur le point suivant, à savoir les musiques. Alors, le compositeur musical de ce film, excusez-moi, c'est John Cove. Je sais plus son nom, mais bref, c'est pas grave. Qui, pour faire simple, c'est lui qui s'est occupé des musiques de Transformers Prime, par exemple. Donc, ça se trouve, peut-être que certains fans de cette série ont dû remarquer, certains accords, etc., qui étaient peut-être similaires à cette série. Donc, si vous posez la question, voilà, vous avez votre réponse. Et les musiques, bon, je m'attendais pas à ce qu'on fasse du Steve Jablonsky. Steve Jablonsky est beaucoup trop supérieur pour pouvoir être dépassé un jour en ce qui concerne la musique dans Transformers. Mais je trouve que lui, il fait très bien le taf dans ce film. J'irai pas jusqu'à dire que certaines de ses musiques sont incroyables, voire même spectaculaires ou extraordinaires, comme les musiques de Jablonsky par exemple. Mais en tout cas, ces musiques, elles fonctionnent, elles font le rythme carrément, au point que je m'en suis presque pas rendu compte qu'il y avait de la musique dans certaines scènes. Et ça fait ce genre d'effet et ce genre de magie. Le seul défaut que j'aurais au propos de cette musique, c'est que j'aurais vraiment aimé qu'elle puisse aller peut-être atteindre un stade un peu plus supérieur. Parce que aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je me souviens déjà plus des OST de ce film. Et ça, tu vois, c'est dommage. Je trouve que certaines musiques font beaucoup trop de musique de situation classique, comme on l'a déjà vu 5 ou 1000 fois. Et ça, tu vois, je commence un petit peu à saturer, franchement, de ces musiques-là qui sont un peu classiques, en mode, on met cette musique juste parce qu'il faut mettre une scène dramatique, et du coup on met une musique dramatique, etc. Bref, c'est le genre de truc qui me déplaît de plus en plus. Et malheureusement pour Transformers One, ça respecte un petit peu ce genre de choses. Mais est-ce que je dis ça objectivement parce que je suis un gros fan de Transformers? Ou bien est-ce que je dis ça parce que je suis fan de cinéma? Ça, ce sera à vous de me le confirmer dans les commentaires. Mais bon, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur les OST de Transformers One. Et quelque part, c'est aussi un petit peu dommage. Mais bref, si vraiment vous avez envie de voir un bon film d'animation, franchement, allez voir Transformers One. Alors certes, il y a eu d'excellents films d'animation, mais si vraiment vous en avez marre en ce moment des films Transformers qui sont sortis récemment, ou vous avez vraiment envie de voir du Transformers au minimum qualitatif, ou que la dernière saison de Transformers Hors Spark par exemple vous a déçu, allez me voir Transformers One parce qu'il mérite amplement. Parce qu'on en est aujourd'hui à une époque où il faut vraiment survaloriser les films d'animation. À une heure surtout en plus où Transformers se met aussi à l'animation au cinéma et ça fait du bien, même si ouais ça reste encore comprometteur pour la suite, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Parce que ouais, la seule chose que vous devez apprendre avant qu'on passe à la section spoiler, c'est que le film n'a pas attiré grand monde, et ça c'est dû notamment à son marketing presque inexistant au travers du film. C'est vraiment dommage, surtout quand à côté t'as Venom qui est sorti il y a plus d'un mois maintenant et qui continue de brasser son public. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Un film avec un personnage dégueulasse et mal fait est capable de faire plus d'entrées et surtout plus au box-office qu'un film d'animation ambitieux qui apprend des erreurs de ses aînés. Retenez les gars, je vous conseille de le retenir. Bref, allez me voir ce film parce qu'on est à une époque où les films d'animation ont besoin de plus de visibilité que certains live action qui, pour ça, la plupart d'entre eux d'ailleurs, s'apprêtent à être non seulement moches et dégueulasses mais surtout plus nuls à chier que ces films d'animation que l'on regarde et qui nous font kiffer encore aujourd'hui. Et dites-vous que cette année-là, elle n'est pas encore finie, et sur le site d'un des années. Avant de partir quand même, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant ensuite des prochaines nouveautés qui viendront, et aussi de pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux avant qu'on passe en section spoiler. Et si vous avez vu le film comme moi, qu'on peut passer en section spoiler, donc du coup, on va passer en section spoiler. Je voulais pas en parler en section sans spoiler, mais j'ai eu cette impression que je regardais un film Pixar à certains moments. Vous allez me dire, c'est normal, t'as dit tout à l'heure que Josh Cooley avait un énorme CV par rapport à Pixar. Et oui, c'est totalement le cas, mais je veux dire,
putain, mais c'est incroyable comment est-ce que ce film me rappelle trop comment est-ce que les films Pixar sont narrés. À savoir, des héros qui commencent dans un lieu, tranquille, pépère, hein, ils vivent leur vie, etc., etc. Et puis d'un coup, il y a un élément déclencheur qui voudrait leur faire vivre des aventures au minimum passionnantes. Les aventures passionnantes commencent à se faire vivre des personnages, etc., etc. Et puis plus l'aventure va avancer, plus ça va faire monter leur émotion crescendo, puis bah, les faire développer au fil du temps, etc., etc. Ça va nous faire monter petit à petit en émotion jusqu'au climax final et la fin du film, où vraiment on aura l'impression d'avoir vécu une grande aventure avec nos personnages préférés. Tout ça pour se terminer ensuite sur la fameuse classique Happy End, où tout le monde est heureux, tout le monde est content, blablabla, fin du film. Et ça, tu vois, c'est un truc qui m'a fait surkiffer et m'a presque fait devenir enfant carrément, parce que je vous rappelle que depuis que je suis petit, je regardais des films Pixar, au point que mes films préférés de quand j'étais petit, c'était quasiment des Pixar. Du Monstres et compagnie, en passant par Toy Story, Wall-E, etc., etc. Pixar, pour moi, ça a été carrément le studio d'animation que je kiffais le plus, carrément. Et forcément, je fais que vous rabâcher les oreilles en vous disant que Transformers, pour moi, c'est ma licence de cœur, ma licence avec laquelle j'ai grandi le plus, etc., etc. Donc, que un jour de ma vie, je vois l'association des deux trucs que je kiffais le plus étant enfant en grand écran, et c'est à peine incryptible tellement c'est extraordinaire à vivre. Et ça, c'est tout à fait normal. Pixar, eux, quand ils écrivent leurs films, ils doivent respecter 16 critères à la lettre. Ouais, 16 putain de critères à la lettre. Alors 16, je suis pas sûr, mais en tout cas, allez, je vous mets la liste devant votre écran pour que vous puissiez tout lire et tout réviser par cœur. Parce que j'ai pas des à proposer, en fait, je suis pas un prof, réviser ça si vous voulez, je m'en... Mais de toute façon, vu que Josh Cooley vient de Marvel, de Pixar, excusez-moi, honnêtement, moi, non seulement ça me choque pas, mais surtout... Putain, mais qu'est-ce que c'est kiffant de voir une association des deux trucs que j'aimais le plus quand j'étais petit enfin pouvoir se faire. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça de ma vie et pourtant je le vois devant moi. Mais ce qui est aussi génial, c'est qu'ils ont aussi ajouté un terme sombre et vraiment glacial envers ce film. Notamment le moment où D16 apprend la mort de Megatronus Prime. Bref, c'est un moment sombre et qui se suffit à lui-même via ce plan absolument magnifique. Il y a aussi cet autre plan où Megatron va jusqu'à tuer Sentinel Prime en le coupant littéralement en deux. C'est choquant, c'est brutal, c'est sanglant, même s'il n'y a pas de sang, mais vas-y, c'est des robots quoi, c'est pas très grave. Et le moment aussi où D16 finit par petit à petit apprendre la vérité et commence à développer une haine envers Sentinel Prime, ça tu vois, c'est le genre de choses que j'aurais rêvé pouvoir voir dans un film Transformers, à savoir un personnage qui viendra et qui veut aller jusqu'à se rebeller contre celui qui a fait ça pour pouvoir lui faire payer, lui faire subir. Lorsque ce moment vient, c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est bon, le film, il a l'air incroyable, il va être génial. S'il continue dans cette ligne-là, ils peuvent nous offrir un excellent film. Et preuve en est, constat fait, ils ont continué dans cette voie-là et ils ont fait que réussir en alimentant encore plus la haine de D16 jusqu'à ce qu'ils finissent par devenir Megatron. Et ça, tu vois, ça ne fait que rendre le film encore plus incroyable que ce qu'il n'était déjà. Et d'un côté, tu as aussi le visage plus en plus inquiet de Orion Pax qui commence à se faire au fur et à mesure que le film avance, au point que tu te dis que, au bout d'un moment, ça y est frère, ton ami il commence à changer et tu sais que ça va pas te convaincre. Tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va finir en drame. D'ailleurs, je tiens à préciser que la voix française de Orion Pax dans ce film-là, à savoir Adrien Antoine, est juste excellent. Même si je n'ai pas vu le film en VO pour savoir si Chris Hemsworth réussit parfaitement à rendre hommage à Peter Cullen, qui est la voix emblématique de Optimus Prime dans chaque continuité Transformers. Mais en tout cas, une chose est sûre, du côté d'Adrien Antoine, on peut dire qu'il est excellent. Et lorsque Orion Pax commence à petit à petit à perdre espoir sur le fait qu'il est sur le point de perdre en fait son meilleur ami, et t'as Elita One qui vient la réconforter pour lui dire que qu'il est capable de plus que ça. Et au bout d'un moment, quand cette bataille finale arrive entre les deux, et déjà je tiens à préciser un point, c'est peut-être le meilleur combat qu'on ait eu dans l'univers Transformers tout entier. Ah les gars, venez me chercher, j'en ai plus rien à foutre. Déjà en termes de scène d'action, c'est ultra rythmé, c'est ultra bien filmé. La tension et le drame commencent, c'est même fini par carrément fonctionner. Tu vois la transformation en montage alterné entre D16 qui devient Megatron et Orion Pax qui commence à devenir Optimus Prime. Et là, t'as enfin cette rencontre entre ces deux nouveaux personnages qui finissent enfin par s'affronter dans une lutte presque quasiment acharnée, au point que certains finissent carrément par mettre en avant leur nouvelle capacité qu'ils ont réussi à gagner en se transformant comme tel. Tout ça pour se terminer sur la rupture finale entre les deux, à savoir le début de leur nouvelle rivalité, surtout après ce que Megatron a fait subir à Sentinel. D'ailleurs, après cette scène, vous pouvez plus du tout relier ce film Transformers là à la saga de Michael Bay.
Parce que Sentinelle est en vie dans Transformers 3, je préfère rappeler. Donc du coup, comment est-ce que vous voulez que ce Sentinelle-là soit vivant dans les suites qui viennent? Ensuite, les quintessons, juste dommage que ces gars-là se limitent qu'à une seule scène. Voilà, c'est un défaut en effet, mais bon, on espère juste qu'il y aura une suite pour qu'on puisse les mettre un peu plus en avant parce que je pense que ces derniers, ils en auront largement besoin. Sentinel Prime aussi m'a largement surpris. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais pas trop cette version-là de Sentinel Prime, mais ils en ont quand même fait une excellente version que je kiffe quand même, à savoir en faire un personnage un minimum théâtral qui aime se montrer aux yeux des autres comme étant excellent, fort, etc., etc. Tout ça pour ensuite carrément virer complètement fou au point d'être carrément le vilain de l'histoire dans l'ombre de tout le monde. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un? Ouais, en effet, ouais, je pensais exactement à lui maintenant que j'y pense. Alors, je sais que c'est une coïncidence. Ouais, faudrait peut-être que je rallume la lumière là parce qu'il commence à faire sombre. Alors bien sûr, en soi ça reste une coïncidence. Mais malgré tout ça, ça peut pas empêcher de dire que Sentinel Prime a la même écriture que Homelander, c'est vrai. Et pourtant, je trouve que c'est ça qui fait de Sentinel Prime un excellent personnage. À savoir, un gars qui sait se montrer théâtral jusqu'à nous montrer ce dont il est réellement capable et quelle vérité est-ce qu'il cache. Et d'ailleurs, justement, c'est ça qui pour moi fait que Sentinel Prime s'arrête là en termes d'excellent personnage. A savoir qu'il a des motivations simples, vouloir le pouvoir et l'imposer comme ça envers tout le monde. Juste pour le fun. Et autant pour un personnage comme Homelander, justement, ça peut marcher. Parce que on a eu son développement tout au long de la série, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Autant pour Sentinel Prime, et pour moi ça ne marche pas. Parce que on n'a pas eu ce développement de personnage envers Sentinel. On sait juste qu'il est méchant. Mais c'est pour moi un côté trop manichéen envers le personnage parce qu'on l'a pas suffisamment développé pour nous montrer à quel point est-ce qu'il est méchant. Alors bien sûr, je ne demande pas à ce qu'on nous fasse un Thanos ou un Vendeur ou quoi que ce soit, mais juste j'aurais vraiment aimé que, pas qu'on donne des motivations meilleures pour ça, mais juste que on en fasse un personnage peut-être un peu mieux écrit. Parce que ça en fait juste un personnage qui est méchant, mais uniquement pour être méchant. C'est un côté trop enfantin pour ma part et qui ressort beaucoup plus que ce côté un peu sombre et mature que veut aborder Transformers One par certains moments. Je pense que vous l'aurez compris à ce stade, mais Transformers One est tellement un excellent film qu'il faudrait que j'en dise encore et encore. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je ne ferai que soit me répéter ou soit tirer un peu trop sur la corde. La vidéo elle est déjà suffisamment longue comme ça, on a dépassé le stade des 45 minutes, ce qui est énorme pour une après-séance, je n'ai jamais fait ce genre de longueur là. Mais avant de conclure, on va quand même aborder un point vite fait. Et après on en abordera une vidéo entière. Le marketing. Paramount. Comment, je dis bien, comment est-ce que vous avez pu mettre aussi peu de marketing envers ce film? Comment est-ce que vous avez pu faire ça? D'habitude, quand il y a un film Transformers qui sort, en général, on met souvent du marketing, enfin même carrément beaucoup de marketing. Ça a été ça pour Rise of the Beast, ça a été aussi ça pour Bumblebee, et même, le 5e opus de Transformers, j'en parle même pas. Bref, chaque film Transformers avait droit à son propre marketing énorme lorsque chaque film sortait au cinéma. Or, Transformers One, c'est l'un des seuls à qui ce n'est pas arrivé. Et on se demande exactement pourquoi. Je pourrais aussi jeter la pierre aux fans, mais en vrai, comment je pourrais? Parce que de toute façon, au stade où on en est, quelque part, je peux que les comprendre. Les gars, ils ont tellement eu le même film au bout d'un moment que les gars, ils ont attendu beaucoup trop longtemps pour avoir enfin un bon film pour la plupart. Donc normal que la majorité d'entre eux en aient marre de l'univers de Transformers. Donc pensons pas que Transformers One, ça va les attirer plus que ça. Et Transformers One, malheureusement, quand on regarde son nombre d'entrées en salle par exemple, on peut constater l'effet que les gars, ils en ont marre de l'univers des Transformers et veulent carrément passer à autre chose. Bref, le marketing de ce film est une véritable catastrophe au point qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée à lui tout seul. Parce que là, les gars, on n'a clairement pas le temps et on en a trop dit autour de ce film. La seule chose dont on va conclure, ce sera la note, évidemment. La note de ce film est méritoire sur le fait que je vais lui donner 87,5%. Ouais, je sais, je suis approximatif sur mes notes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non seulement ça fait plaisir d'avoir un excellent film Transformers, mais surtout, ils ont pris un concept, ils l'ont étiré jusqu'à la moelle, et ils ont essayé de nous développer quelque chose d'excellent avec ça, le tout avec une expérience pixarienne qui vient épouser cet univers d'une manière tellement magnifique qu'au bout d'un moment, je vois pas comment est-ce que je peux le dire d'autre. La relation entre Orion Pax et D16 est une véritable écriture shakespearienne, presque. Ça en est un véritable bijou. Sentinel Prime est beaucoup trop manichéisme. La scène post-générique, franchement,
Elle aurait dû être une des scènes finales et tirer un peu plus longuement pour pouvoir nous faire une sorte de à suivre et de annoncer véritablement la suite. Bumblebee manque un peu trop de présence à l'écran à mon humble avis et ça c'est vraiment dommage. Mais en vrai en soi ça tu vois c'est pas grave en vrai. C'est pas grave, c'est juste quelques défauts un peu parsemés par-ci par-là qui plombent pour moi, en tout cas mon expérience de film. Mais malgré tout ça ils ont tellement réussi beaucoup de trucs sur énormément de points qu'au bout d'un moment le 85,5% et il a absolument pas volé et c'est donc la note que je lui attribue. C'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à suivre, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, tout le monde de